Nous voici arrivés à la troisième séance. Il s'agira de mettre en évidence ce qu'on appellera le coefficient de transfert de masse à une paroi. Donc soit un écoulement qui se fera au voisinage d'une paroi, comme ceci. J'appelle x la direction longitudinale, c'est-à-dire suivant laquelle va s'effectuer l'écoulement, loin de la paroi, et y la coordonnée transversale. Donc je souffle le long de cette paroi un fluide qui présente une concentration CF ou C infini comme c'est indiqué ici. Sur la paroi, il va y avoir une concentration beaucoup plus élevée, CP, ou beaucoup plus faible, ça dépend. Ici, comme ici j'ai pris le cas d'une membrane, ceci veut dire que le soluté va se concentrer sur cette membrane semi-perméable qui ne laissera pas passer le soluté. Et donc, il va s'établir au voisinage de cette paroi, cette membrane, un profil de concentration tel qu'on observera les grandes concentrations au niveau de la paroi, Cp, C pariétal, C à la paroi, et loin de la paroi, il va y avoir l'écoulement du fluide incident, c'est-à-dire avec une concentration si infinie. Il s'établit donc une région de l'espace adjacente à la paroi dans laquelle la concentration varie depuis Cp jusqu'à C infini. Et donc on observera, comme on vient de le mettre en évidence à travers les expériences que nous avons présentées tout à l'heure, les séances précédentes, un gradient de concentration qui induira par conséquent une diffusion moléculaire du plus concentré de la paroi Cp vers le moins concentré, c'est-à-dire l'écoulement incident, loin de la paroi. Alors, reprenons un peu ce que l'on a fait. Donc, nous avons dit que lorsqu'on s'éloigne de la paroi, la concentration va diminuer, elle va diminuer comme ceci, si bien que la paroi la présente aura donc comme concentration Cp, on appelle ça Cp, en Y égale à 0, tout le long de la paroi, quel que soit x, en fonction du temps, Cp, et loin de la paroi, c'est-à-dire lorsque y tend vers l'infini, loin de la paroi, je vais avoir la concentration du flux incident, c'est-à-dire C infini, ou bien parfois je noterai ça CF. Et donc globalement, je vais mettre en évidence une région de l'espace adjacente, une région adjacente à la paroi, toute mince, dans laquelle la concentration varie de Cp à C infini, qu'on appellera la couche limite de diffusion, comme ceci. La couche limite de diffusion dans laquelle la concentration va varier. Bien, je me rends compte qu'il ne faut pas aller à l'infini pour trouver C infini. Il faut juste atteindre une région dans laquelle j'atteins presque C infini. Je vais atteindre presque C infini, j'appelle ça donc la couche limite de concentration ou bien la couche limite de diffusion. C'est une région de l'espace adjacente à la paroi dans laquelle la grandeur, la concentration, varie depuis celle portée par la paroi jusqu'à celle du fluide loin de la paroi. Donc je vais considérer maintenant une hypothèse qui me dit le profil s'il diminuait de manière linéaire. Si l'épaisseur est très très faible, je pourrais approximer cette diminution par un segment comme ceci où le profil diminuerait de manière linéaire. On va y aller tout doucement, on va voir ça dans la dernière partie de cette section qui traite du coefficient de transfert. Je rappelle juste, parce que je n'ai pas fait au début de la séance, cette partie je ne l'ai pas faite en cours. Je la ferai, j'en reparlerai quand j'aborderai le transfert entre phases, mais je l'ai faite pour ne pas chambouler ma structure de cours. Donc je présente le coefficient de transfert de masse sans qu'il ait été proposé en classe, ni à distance. Je ne l'ai pas fait, donc vous le verrez qu'une fois que j'aborderai le transfert de masse entre phases. Le transfert de masse entre phases. Bien, reprenons un peu tout ceci. Nous avons dit que près de la paroi, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à l'infini, mais à delta, il allait s'établir un gradient de concentration, et par conséquent, par le biais de la loi de Fick, nous avons dit qu'il y allait avoir un transfert, une densité de flux du plus riche, c'est-à-dire le plus concentré, vers le moins concentré,
comme ceci. Et donc, d'après la loi de Fick, il va y avoir une densité de flux massicomolaire. Je vais prendre par exemple molaire, densité de flux molaire depuis la paroi vers l'écoulement loin de la paroi, c'est-à-dire vers l'écoulement libre, Et globalement, j'aurais tellement voulu avoir une loi, plutôt que la loi de Fick qui comporte des gradients, qui est un peu, à dire, pas sympathique du tout, puisqu'elle comporte un gradient, j'aurais voulu avoir une loi qui tient compte du phénomène, qui dit que dès qu'il y a un gradient de dès qu'il y a une différence de concentration, une force motrice, il y a transfert. Une loi qui se baserait sur la différence de concentration comme ceci. J'aurais tellement voulu avoir une loi JP étoile du nombre de molécules qui quittent la paroi d'un point de vue molaire en fonction de la force motrice, c'est-à-dire Cp moins C infini. Ça, c'est ce que j'aurais voulu avoir. L'équivalent un peu de la loi de Newton en transfert thermique qui dit que le flux c'est Hs delta T. Là, ça sera un peu différent puisque nous raisonnons sur les concentrations. Alors j'y vais tout doucement pour vous expliquer comment ce qu'on va faire. Donc reprenons. Voilà ce que j'aurais désiré, une loi phénoménologique qui tient compte du phénomène, qui dirait que globalement le flux, ou la densité de flux dans notre cas, c'est un coefficient multiplié par la force motrice. Maintenant, toute la question, c'est quoi ce coefficient? La force motrice, je l'ai compris, ça serait Cp moins C infini. Mais le coefficient, c'est quoi? Le coefficient, on va l'appeler K. En transfert de masse, ça sera K. En transfert thermique, ça sera H, le coefficient de convection. Là, ça sera le coefficient de transfert de masse à la paroi. Et donc, je me suis un peu fixé les idées. J'ai affaire à un écoulement suivant une seule direction, unidirectionnelle. C'est la direction suivant OY. Donc, la loi que je connais, c'est la loi de Fick, celle qui est valable établie en 1855. Donc, je vais la réécrire. Je vais réécrire la loi de Fick comme ceci. Fick me dit que JA étoile, ça va être moins le coefficient de diffusion, dA dans le mélange, fois le gradient de concentration. Je vais me prendre, comme je l'ai pris ici, le cas d'un écoulement unidirectionnel, en d'autres termes, JA suivant X identiquement nul, JA suivant Z identiquement nul, il ne me reste que JA suivant Y comme ceci. Il n'y a que JA suivant Y qui soit différent de 0, donc ça on a affaire ici à un écoulement unidirectionnel. Par conséquent, je l'ai compris, JA, ça sera égal à moins dA dans le mélange, coefficient de diffusion de l'espace A dans le mélange, multiplié par le seul gradient non nul, c'est la dérivée de C par rapport à Y, si je suppose que la concentration de mélange molaire est constante. Ici, je pense avoir oublié une étoile. Si je travaille avec les concentrations molaires, je dois mettre en toute rigueur une étoile. J'ai oublié de mettre une étoile. Je suis désolé, je la mettrai tout à l'heure. Bien, une fois que j'ai écrit ça, je vais écrire la loi de Fick, qui est la seule loi valable, avec la loi qui tient compte du phénomène. Je vais faire l'égalité. J'ai créé une loi qui est plus sympathique que la loi de Fick parce qu'elle ne présente pas de gradient, mais il faut qu'elle ait une légitimité. Cette légitimité, je vais la lui donner en faisant en sorte que cette loi sera égale à la loi de Fick. Je m'explique à travers la prochaine diapositive. Et voilà, je l'ai compris. Moi, j'aurais souhaité avoir une loi qui tienne compte du phénomène, c'est-à-dire de la force motrice, mais la loi qui a toute sa légitimité, c'est la loi de Fick. Donc, pour pouvoir redonner à cette loi phénoménologique toute sa dimension et toute sa raison d'être, je vais écrire l'égalité entre les deux lois. Où ça? À la paroi. À la paroi, c'est-à-dire en y égale à 0. Donc en y égale à 0, j'écris kCp moins C infini sera égal à moins DAM, le gradient de concentration en Y égale à 0. En Y égale à 0. Et je commence. Alors je vais commencer par d'abord signaler le problème qui apparaît de prime abord. Dès le départ, si le profil de concentration est de cette sorte-là, j'ai compris, le gradient me sera inaccessible. J'aurais tellement voulu avoir, comme tout à l'heure je l'ai montré, une diminution linéaire de la concentration, c'est-à-dire avoir un gradient constant. Un gradient constant. Donc c'est ce qu'on va aller voir dans la prochaine diapositive. D'abord, il faut se situer un peu pour comprendre. Bien.
Donc je répète encore une fois, nous sommes en train de mettre en évidence ce qu'on appellera le coefficient de transfert de masse. Pour cela, j'ai mis au point une loi phénoménologique qui est un peu analogue à la loi de Newton en transfert thermique. Elle dit quoi? Elle dit que globalement, la densité de flux molaire qui quitte la paroi vers l'écoulement libre, eh bien, c'est proportionnel à la force motrice de l'écoulement, c'est-à-dire à la différence des concentrations. Le facteur de proportionnalité, c'est justement le coefficient de transfert de masse. Donc pour donner toute la légitimité à cette équation, je l'ai faite égale, je l'ai prise égale à la loi de Fick. J'aboutis à ça, et quand je tire mon coefficient K, il est égal à ceci. Le rapport du coefficient de diffusion de l'espèce A dans le mélange, rapporté à la force motrice delta C, la différence de pression, de concentration, pardon, multiplié par le gradient pariétal de concentration, en Y égale à 0. Donc résumons, voici ma situation, la voici. Mon souci, c'est que je ne connais pas l'expression ou la valeur du gradient, je ne la connais pas, car le profil, le voici comment ce qu'il est, et mettre donc dans cette couche limite de diffusion. Mais comme cette couche, cette pellicule de fluide juste à la paroi, elle est très mince, je pourrais en première approximation supposer que le profil de concentration est linéaire. Donc je vais prendre cette hypothèse, supposons que le profil de concentration diminue de manière linéaire, comme ceci. Je vais commettre une erreur, mais ça va me permettre d'avoir une idée sur le gradient. Ce qui fait qu'en fait, je suppose que la concentration passe de Cp à C infini sur la distance lambda avec un gradient constant, comme ceci. En conséquence, je vais avoir donc le profil qui s'écrira comme cela. Donc j'ai rajouté tout à l'heure un petit commentaire pour pouvoir, pour ceux qui n'auraient pas pu comprendre comment j'ai fait pour trouver ça. Voilà comment est-ce qu'on fait pour trouver donc les conditions limites dans la paroi, c'est-à-dire en Y égale à 0, j'ai la concentration qui vaut Cp. Loin de la paroi, c'est-à-dire en Y égale à delta, la concentration vaut C infini. Je suppose avoir affaire à un écoulement unidirectionnel et je suppose un profil linéaire de concentration. Je retrouve donc le profil de concentration en déterminant les constantes d'intégration C1 et C2. Puis, j'ai l'expression du gradient que vous voyez bien est indépendant. Le gradient est indépendant de Y. Il est indépendant, donc il est valable quel que soit, puisque c'est une pente constante. En conséquence, K, qui est égal à le coefficient de diffusion sur la force motrice multiplié par le gradient, comme le gradient est égal à la force motrice sur l'épaisseur de la couche limite de diffusion, delta C se simplifie de part et d'autre, j'arrive au fait que le coefficient de transfert de masse sur la paroi, c'est dAm sur delta C. C'est le rapport de la diffusivité massique rapportée à l'épaisseur de la couche adjacente à la paroi. Les unités, le DAM mètre carré par seconde divisé par mètre, c'est des mètres par seconde, ça nous rappelle une vitesse, K à la dimension d'une vitesse. K à la dimension d'une vitesse. Voilà ce qu'on pouvait dire à propos de ce coefficient de diffusion, comment est-ce qu'on faisait pour l'obtenir. Donc on peut, juste ici, c'est juste pour vous dire que je peux refaire le même travail pour raisonner sur la densité de flux massique de diffusion, JP sans étoile. Donc ça serait un autre coefficient K', ça serait un coefficient de transfert de masse à la paroi, mais d'un point de vue massique. Bien voilà, en se basant sur les concentrations massiques. C'en est fini avec ce troisième point. Je vais maintenant passer à l'établissement du bilan de masse pour un mélange avec réaction chimique. Donc je suis au niveau 1.4, ou point 1.4. Bilan de masse pour un mélange. Donc je vais avoir un solvant contenant un ou plusieurs solutés avec réaction chimique. Comme j'ai démontré avec vous l'année dernière dans la playlist de mécanique des fluides l'équation de continuité pour un fluide monophasique, rappelez-vous, ça découlait du principe fondamental de la physique qui disait que la masse est un invariant dans le temps. La masse est un invariant dans le temps. Nous avons démontré l'équation de continuité
qui s'écrivait comme ceci. Soit en écriture vectorielle, c'est une équation bien sûr scalaire, qui traduit la conservation de la masse, ou alors en réécrivant divergence de rho v grâce à l'écriture indicielle, c'est d sur dxj rho vj ou bien d sur dxi rho vi. L'essentiel, c'est que l'indice muet i ou la j se répète 2 fois dans le même monome pour pouvoir ensuite faire les sommations quand je suis en coordonnées cartésiennes. Bien, eh bien je vais appliquer directement cela. Je ne vais pas passer par le bilan, puisque j'ai sous la main l'équation de continuité déjà démontrée au préalable. Je vais appliquer cette même équation, celle-ci, je vais l'appliquer pour l'espèce A, en rouge. Donc je vais appliquer d'abord pour l'espèce A et voir ça donne quoi. Ben, ça va donner de quoi? D de rho A sur dt, la dérivée d rho A sur dt, plus d sur dxj de rho A, la vitesse absolue de l'espèce A, ça sera égal au second membre, on va le voir aujourd'hui. En l'occurrence, il y aura une réaction chimique, la voici, où un point A, c'est le taux de production de l'espèce A par réaction chimique, qui est positif s'il y a apparition, ou alors négatif s'il y a disparition. Quand c'est une apparition, ça sera un produit. Quand c'est une disparition, c'est un réactif. Je vous rappelle juste qu'à l'occasion de la démonstration de cette équation de continuité, dans la mécanique des fluides monophasiques, j'avais supposé qu'on était en phase conservative. Je vous avais dit qu'il y avait 3 cas. 3 cas. Qui sont-ils? Parce que le système, on l'a dit, la masse est un invariant dans le temps. Cependant, le système peut évoluer au cours du temps. Il peut changer. Quels sont les 3 cas possibles? Le cas d'aujourd'hui, réaction chimique, qu'on verra en transfert de masse, mais il y a aussi 2 autres cas. Il y a le changement de phase, s'il y a un changement de phase, ou alors une mutation de phase, s'il y a une agglomération de particules, une coalescence de bulles ou de gouttes et une attrition de particules, c'est-à-dire une érosion de particules. Donc pour l'instant, nous raisonnons sur ça. Voici l'équation de bilan établie pour l'espèce A. Voici ce qu'elle donne quoi. Je vais l'écrire en adoptant l'écriture avec la divergence, comme ceci. Alors, comme je l'ai dit, un point A, c'est le taux de production de l'espèce A par réaction chimique. Lorsque le taux est positif, ceci veut dire qu'il y a apparition de A. Lorsqu'il est négatif, ça veut dire qu'il y a disparition de l'espèce A. Bien, je vais maintenant refaire le même topo pour B, C, D et tout le monde. Toutes les particules, on va dire, tous les solutés présents dans mon mélange. Donc réécrivons l'équation de bilan, on l'a écrite pour A, la voici, peut-être très simple, en adoptant l'équation de continuité, en n'oubliant pas de mettre au second membre le taux de production de A, puisqu'il y a réaction chimique. J'ai dit établissement du bilan de masse avec réaction chimique, donc j'ai précisé dès le départ qu'il y a une réaction chimique. Je vais refaire la même chose pour l'espèce B, C, D, K jusqu'à N. Pour B, là, je commence. B, la voici. Ensuite, je continue, j'arrive jusqu'à K, le voilà. Et enfin, j'arrive au dernier constituant N, que voici. N, que voici. Une fois que j'ai écrit l'équation des bilans pour les N constituants, je vais maintenant sommer membre à membre. Je vais sommer membre à membre les équations. Auparavant, je vais rappeler certains résultats, les voici. Donc ce sera d'abord somme des ρ K sur dt, des ronds K sur des ronds T. Ici, somme de la divergence de ρ K VK. Et ici, somme des MK. Somme des MK, comme ceci. Voici, ça me donne quoi? Alors avant d'aller plus loin, je vais donc, comme je l'ai dit, rappeler les résultats que j'ai obtenus précédemment, les voici. Et je me rends compte que c'est dommage ici, je vois que j'ai somme des ρ K, là j'ai somme de la dérivée de ρ K. C'est dommage, j'aurais tellement voulu avoir la dérivée à l'extérieur de la somme. De la même manière, je remarque aussi une chose ici, j'ai somme de ρ K VK. Il y a divergence qui gêne parce que ici j'ai somme de ρ K VK. Donc je fais attention à ça.
à 7 en vert, je vais la mettre ici, ça, avec ça, et ça, avec ça. Donc si je pouvais permuter entre la sommation et la dérivation, ça serait possible. Eh bien, c'est ce qu'on va faire dans la prochaine diapositive. La voici. Donc je suis arrivé à ces résultats. Donc si on permutait entre la somme et la dérivée, entre la sommation et la dérivation, c'est-à-dire je vais faire passer la dérivée avant la somme. Avant la somme, c'est possible puisque la dérivée est distributive par rapport à l'addition. La dérivée est distributive par rapport à l'addition. C'est ce que je vais faire là maintenant. Voilà. Je permute ici, je fais sortir la dérivée et ici, je fais sortir la divergence. J'aurai quoi? Somme des ρk, mais somme des ρk c'est ρ, et je vais avoir somme de ρk vk, et somme de ρk vk c'est quoi? C'est ρv. C'est ce que je vais appeler ici. La dernière deux choses qu'il faut avoir, je ne l'ai pas dite, mais la somme des 1 point. Le point n'est pas apparu, je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié. Le point n'est pas apparu, 1 point k. C'est 1 point k. La somme des 1 point k, comme il y a conservation du nombre total de mol, il y a conservation du nombre total de mol. Ceci veut dire que s'il y a une disparition, il y a automatiquement une apparition. La somme, elle est égale évidemment à 0. Ça me donne ceci. Je répète, voici ce que j'ai. Somme de ρk, ça sera ρ, donc j'aurai d sur dt de ρ. Et ici, somme de divergence, quand j'ai fait permuter la dérivée avec la somme, j'ai divergence de somme de ρk vk, c'est-à-dire divergence de ρv. Ça me donnera ceci. Voilà. Donc si vous n'avez pas de difficulté, en fait, je viens de tomber sur une équation qui me rappelle l'équation de continuité pour un fluide monophasique homogène. C'est qu'on a établi en mécanique des fluides, dans la playlist de mécanique des fluides sur ma chaîne. Bien, résumons. Voilà à quoi j'ai abouti une fois que j'ai fait la sommation. Voilà à quoi j'ai abouti une fois que j'ai fait la sommation. Ben, je vais me prendre une première hypothèse que j'ai l'habitude de prendre toujours. D'abord, il faut dire qu'elle me rappelle l'équation de continuité établie pour un fluide homogène. Maintenant, je vais prendre l'hypothèse classique qui dit si le fluide est incompressible. Mais il faut être beaucoup plus précis ici, parce que j'ai plusieurs constituants. Donc, je vais être précis. Si chacun des constituants K est incompressible, si chacun des constituants K est incompressible, en d'autres termes, si tous les ρk sont constants. Si tous les ρk sont constants. Évidemment, la somme des ρk sera constante également, mais qu'est-ce que ça me donne? Ça me donnera deux conséquences. La première, je la tire d'ici. La dérivée sera égale à 0. Je fais sortir le ρk de la dérivée. Ça sera ρk divergence de vk égale à 1 point k. La voici. Et la deuxième, la dérivée de ρ, puisque ρ est aussi constant, c'est égal à 0. Je fais sortir ρ, donc j'aurai ρ divergence de v égale à 0, comme ρ est différent de 0, j'aurai directement divergence de v qui va être égale à 0 pour la deuxième équation. Voilà. Donc voici les deux conséquences du fait que tous les constituants de mon mélange sont incompressibles et que par conséquent, la masse volumique ρ est incompressible également, c'est-à-dire ρ égale à constante, la concentration de mélange d'un point de vue massique. Bien, maintenant je vais aller démontrer une équation qu'on appelle l'équation de diffusion. En fait, je voudrais aller vers la seconde loi de Fick. La seconde loi de Fick, mais pour pouvoir y aller, il faut que je démontre mon équation de diffusion. Eh bien, je vais démarrer de quoi? Je vais démarrer de l'équation de bilan que j'ai établie avec vous, qui est là. L'équation de bilan qui est là. Bien, alors, voici comment ça s'écrit. Je rappelle les résultats auxquels j'avais abouti les séances précédentes et je commence. D'abord, exprimons ρA en fonction de la fraction massique. C'est WA fois ρ, comme ceci. Ensuite, la vitesse absolue de l'espèce A en fonction de la vitesse de diffusion. Donc ça va être VA', la vitesse de diffusion de l'espèce A, moins la vitesse barycentrique massique. C'est ce que je vais faire ici, comme ceci. Et maintenant, une fois que j'ai fait ça, je vais développer le premier terme et le second terme. Je vois qu'il y a une dérivée d'un produit comme ceci.
je commence, donc ça sera rho, dérivée de WA sur dt plus WA des rho sur dt, comme ceci. Ensuite, j'ai quoi ici? D'abord, je vais distribuer rho A, ça sera rho WAV plus rho WAVA', comme ceci. Et avant d'aller plus loin, je n'oublie pas de noter que j'ai ici rho A VA', mais ça c'est JA, c'est la densité de flux de diffusion massique. Donc je remplace ici, je transpose au second membre, comme ceci, ça me donne ça. Donc je remplace ici JA et je le transpose au second membre, signe moins. Bien, et maintenant je vais m'occuper de ce troisième terme du premier membre, divergence de rho WAV. Et je vais considérer WA et rho V, WA tout seul et rho V ensemble, comme ceci. Donc je vais dire, ce sera WA divergence de rho V, WA divergence de rho V, plus rho V, comme WA est un scalaire, gradient de WA. Gradient de WA. Bien, voici à quoi j'aboutis. Voici l'équation à laquelle j'aboutis. Maintenant, je vais la écrire dans la prochaine diapositive en vous mettant deux termes en évidence. Regardez, si je mets WA en facteur, la fraction massique en facteur, je vais avoir D de rho sur dt plus divergence de rho V. Regardez, s'il vous plaît. Regardez ces deux termes. Quand je les mets côte à côte, quand je mets WA en facteur, la fraction massique en facteur, j'obtiens exactement l'équation de continuité pour un fluide homogène. Il me reste quoi en fin de compte? Il me reste ce premier terme et ce dernier terme du premier membre. Mais quand je mets ρ en facteur, ben je tombe sur un résultat que je connais également. Ça, ce n'est rien que la dérivée particulière que j'ai également démontrée à l'occasion de la chaîne sur la mécanique des fluides parfaits, qui est présente sur ma chaîne. C'est la dérivée particulière de la fraction massique. Maintenant, JA, si je suppose que le transfert de masse ne se fait qu'à cause d'un gradient de concentration, ben je vais y appliquer la loi de Fick. N'oubliez pas, la loi de Fick est applicable si on suppose que la diffusion ne se fait qu'à cause d'un gradient de concentration. Ce gradient de concentration ne doit pas être très élevé. Deuxièmement, il ne doit pas changer beaucoup avec le temps. Et enfin, il faut que le milieu soit isotrope. Bien, donc je remplace par la loi de Fick, la voici, écrite de sa manière générale. Puis, je mets tout ça dans l'équation qui me reste. Voilà ce que devient mon équation. Le signe moins a disparu. Moins, ça me donne plus. Maintenant, je vais me prendre une hypothèse. Quelle est-elle? Je vais supposer que les propriétés physiques, ρ, DAM, ρ et DAM, j'ai oublié de vous dire, j'ai divisé mon équation par ρ. C'est pour ça que ρ est apparu au second membre. Il a disparu du premier membre, il est au second membre. Ici et ici. Donc si je suppose mes propriétés physiques uniformes d'un point de vue espace et constantes d'un point de vue temps, eh bien j'aboutis à cette équation où je vois apparaître ici divergence de gradient de la fraction massique, ce n'est rien d'autre que le Laplacien de la fraction massique. Si je prends ces deux hypothèses, les voici. Donc le Laplacien delta de WA ou bien nabla carré WA. Mais ce n'est pas encore fini, je vais aller encore un tout petit peu plus loin en considérant cette fois-ci qu'il n'y a pas de réaction chimique. Donc je reporte les résultats auxquels j'ai abouti, les voici. Oui, c'est ce que je vous disais. Le Laplacien, c'est-à-dire le Laplacien, c'est juste nabla carré. Je préfère ne pas utiliser le Laplacien parce que j'ai peur que vous confondiez avec la différence de concentration ou la différence de fraction. Donc je préfère utiliser nabla carré, comme ça c'est sûr que c'est Laplacien et non pas une différence. Bien, je vais dans la prochaine diapositive et je remets les résultats auxquels j'ai abouti. Je me prends une dernière hypothèse, en fait ça va être deux dernières hypothèses. D'abord, je vais supposer qu'il n'y a pas de réaction chimique. Et je voudrais tellement annuler le champ de vitesse.
Pour l'annuler, je peux soit me considérer que je me situe dans un solide, ou alors dire quand on a des vitesses très très faibles. Donc je vais prendre le cas suivant, où il n'y a pas de réaction chimique, où il n'y a pas également de vitesse, c'est-à-dire soit par exemple je suis dans un solide, que devient mon équation? Eh bien c'est ça ce qu'on appellera la seconde loi de Fick. Qu'est-ce qu'elle dit? La voici. Des ronds, la fraction molaire par rapport au temps, des ronds T, c'est égal au coefficient de diffusion de l'espèce A dans le mélange multiplié par le Laplacien de la fraction massique. De la fraction massique. Qu'est-ce que je remarque? C'est une équation qui est homogène en WA. Elle est homogène en fraction massique. En fait, cette équation peut désigner au choix soit la fraction massique, comme c'est le cas ici, soit la fraction molaire, soit la concentration massique, soit la concentration molaire, puisque l'équation est homogène en WA. Donc, c'est au choix, cette équation est valable avec soit la fraction massique, comme c'est le cas ici, la fraction molaire, la concentration massique et la concentration molaire. Voilà, ça en est fini avec ces démonstrations. J'ai donc aujourd'hui démontré avec vous, mis en évidence le coefficient de transfert de masse à la paroi. C'est ce que j'ai fait avec vous, j'ai mis en évidence le coefficient de transfert de masse à la paroi. Il est là. Je reviens au sommaire. Ici, le coefficient de diffusion de masse à la paroi. Et j'ai fait également le bilan de masse avec réaction chimique. J'ai ainsi terminé le premier chapitre, les équations au pluriel de bilan pour un mélange. À présent, je vais déterminer dans le second chapitre, dans la séance qui va venir, je vais déterminer les coefficients de diffusion pour les phases gazeuses, liquides, et ensuite on verra pour le cas des milieux poreux. Auparavant, je vais juste revenir un tout petit peu sur ce que j'avais présenté, mais je n'avais pas donné les noms. En fait ici, c'était pour vous montrer un ouvrage très important, c'est le McAdams, qui a été établi en 1923. En fait, il est à la base de l'apparition du génie chimique, en fait, dans 2 ans, le centenaire du génie chimique, donc je voulais insister sur cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est, comme il s'est indiqué, je vais mettre pour que vous puissiez voir, donc il indique qu'il est centré sur les équipements, leur construction et leur performance. Vous avez toutes les installations du génie chimique qui y apparaissent. Vous avez également le McCabe qui est là, vous avez le Trebal, vous avez le Coulson et vous avez le Perry. Ce sont des ouvrages de référence pour le transfert de masse et les opérations unitaires aussi. Donc voilà, je voulais juste faire un peu l'éloge de cet ouvrage, le McAdams, puisqu'il est à la base du développement de génie chimique qui a été initié par Arthur Little, qui avait dit que les opérations unitaires étaient et devaient être la base du génie chimique. La base du génie chimique. Voilà, ainsi je termine cette troisième séance et avec elle je termine le premier chapitre. Donc dans la séance qui va arriver, on verra le coefficient de diffusion d'abord en phase gaz, puis on verra pour les liquides et ensuite on verra dans les milieux poreux les écoulements de gaz et liquides dans un milieu poreux. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si ce n'est pas clair, dites-moi ce qui n'a pas marché à travers vos commentaires et à très bientôt, je l'espère. Au revoir.